et messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue, elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated, she has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimouskoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert! Je suis accompagné de ma deuxième personne préférée à Rimouski parce que Martine Valabisson est à Rimouski présentement. Fait, Martine, c'est 1, puis toi, c'est 2. OK? Vis avec. Je vais survivre. Je le sais que Martine passe avant tout le monde. Je le sais. Je sais que ça fait mal, mais c'est comme ça. Marie, on est rendu en juillet. Puis moi, je pensais que tu allais faire comme les autres podcasts, puis prendre 3 mois de congé l'été. Mais qu'est-ce que tu m'as dit? C'est, Laurent, la boxe, ce n'est pas une saison comme le hockey ou le basketball, ça n'arrête jamais. Non. La boxe n'arrête jamais, on n'arrête jamais. Puis, mais j'ai une couple, moi, je me suis préparé des questions pour toi là, que je vais te préparer au travers nos sujets. Premièrement, je sais que tu as passé une belle journée hier. Il y avait toute une présidente d'honneur. Et je vois ton côté rayonnant. Raconte-nous ce qui s'est passé hier à Rimouski pendant que je me mets de l'aloès dans le front. Oui, c'est ça. J'ai des moments forts de ma semaine de boxe à présenter. Puis, dans le fond, ça, c'en est un. Il frotte. T'es rouge pas mal, Laurent. Avant que je parle de ce qui m'est arrivé, là, mets-toi donc ta crème solaire quand tu vas dehors en été. Je t'allose pas, puis j'ai complètement oublié. C'est un homard plus rouge que les homards qu'on a dans mon coin. Puis les spas, là, pour les femmes à la maison, là, ça, c'est un piège. Là. Il n'y a aucun gars qui aime ça aller là. Puis je voyais tous les petits couples avec les gars qui faisaient des sacrifices. C'est dispendieux. Puis on n'aime pas ça, là, passer 12 heures dans de l'eau chaude. Là. On fait ça strictement par amour. Et Seigneur Jésus, Marie, Joseph et les anges, comme on dit. On appelle, c'est clair, tu ne retourneras plus. Non, je vais y aller quand même. Il faut faire plaisir des fois. Oui, ma journée d'hier, je t'explique. En fait, à Rimouski, il y a un club où je boxe qui s'appelle l'Académie de boxe BSL et ils avaient organisé, ça fait longtemps qu'ils ont prévu ça, ils voulaient faire un camp féminin de boxe. Une journée entre filles à faire de la boxe, travailler la technique, mais surtout faire des sparring. Parce qu'en région, je ne sais pas si tu sais, Laurent, c'est difficile des fois d'organiser des sparring entre filles. Souvent, les filles vont sparer des garçons. Il n'y a pas beaucoup, de filles nécessairement qui font de la boxe en même temps, au même endroit. Fait que là, on voulait réunir des filles multiniveaux. Il y en avait qui débutaient, qui n'avaient jamais fait de sparring, d'autres qui ont gagné les gants de bronze, par exemple, différents niveaux. Faire juste de la technique. C'était pas un bootcamp, c'était vraiment travailler la technique, puis donner des opportunités de faire du sparring contre différents types d'adversaires. Certaines, des fois avec un handicap, des fois juste apprendre à frapper, des fois des sparring dignes de compétition. Alors, il y avait Pierre Messier, qui est l'entraîneur, avait organisé cette journée-là, et il avait gentiment demandé à Martine Vallière-Bisson, Martine, veux-tu venir faire ta conférence? Parce que Martine, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'elle fait une conférence de temps en temps dans les écoles ou devant différentes clientèles. Puis Martine avait accepté de venir. C'était avant son diagnostic de cancer du sein. OK? Mais on sait que Martine s'est fait opérer la semaine dernière. Elle en a parlé au 91.9 cette semaine, entre autres. Ça, il faut que je te le dise, c'était une grande entrevue. Là. Il pourrait amener ça dans les
cégep, comme à Jonquière, où il étudie la communication. Passer Martine, là. Martine, moi, je la connais dans la vie de tous les jours. Là, elle fait des phrases qui finissent jamais. Elle est super intense. Et là, elle avait pris son ton de communicatrice. Elle résumait bien. Elle arrivait avec des phrases précises. Elle n'est pas tombée dans aucun cliché. Puis, tu sais, qu'est-ce qui m'a le plus impressionné? C'est que Martine, alors que c'est elle qui est malade et qu'elle pourrait penser à elle, dès qu'elle a eu une chance, elle a dit « Je suis chanceuse, j'ai un entourage. » J'ai vu des femmes, puis j'ai une autre amie qui m'a dit exactement la même chose quand elle avait le cancer. Elle avait sa mère, elle avait des amis proches. Il y a des femmes qui sont seules parce qu'ils peuvent venir de d'autres pays. Ils sont arrivés ici récemment. Ils apprennent que le cancer. Il y a vraiment des gens qui ils vont se faire opérer, ils partent en autobus. Ils n'ont pas les moyens de prendre un taxi. Puis, tu sais, Martine, alors que c'était son entrevue, sa maladie, elle aurait pu. Elle en a parlé, elle a parlé des autres. J'ai trouvé quelle grandeur d'âme, ça. Puis Martine aurait pu. Martine, ça doit être pour elle, ça arrive sud de Montréal. Martine aurait pu aussi dire je me suis fait opérer la semaine dernière, je ne viens pas à Rimouski, c'est loin. Mais elle avait envie de, tu sais, quand tu vis des grosses affaires, des fois, tu as envie aussi de te changer les idées. Puis, elle était capable de faire sa conférence. Elle n'est pas capable de boxer, d'étirer son bras, mais elle est capable de participer à une journée de boxe où elle peut jaser avec les filles, donner des conseils, faire sa conférence, être juste une présence bienveillante là pour aider des filles à progresser. Tu n'as pas besoin d'entraîner. Il y en avait d'un entraîneur qui était là. Donc, elle est venue se joindre à nous comme invitée. Elle a fait sa conférence un peu sur le même ton, pas exactement, mais c'était un peu la continuité de cette entrevue-là. On voyait une Martine qui était... c'était une clientèle adulte ou adolescente devant elle. Donc, c'est différent des petits-enfants d'école aussi. C'est des femmes ou des jeunes filles qui comprennent un peu, comprennent le message, ils comprennent exactement ce qu'elle veut dire quand elle parle de persévérance, motivation, tout ça. Bref, elle a fait sa conférence. Ça a été un beau moment de boxe toute la journée. On avait des filles la conférence a ouvert la porte à ce que les filles commencent à s'entraîner. Moi, je dis toujours dans l'ouverture, la bienveillance et la motivation, puis avec un petit peu moins de peur. Tu sais, il y en a qui n'avaient pas fait des sparring encore ou beaucoup de sparring, puis sont parties, là, les filles, vraiment motivées après ce qu'ils ont entendu de Martine, des conseils, tout ça. On a eu une belle journée, sincèrement. Puis Martine, chapeau, parce que n'était pas obligée de venir faire acte de présence au Bas-Saint-Laurent après une opération, mais elle l'a fait, puis je pense qu'elle a apprécié aussi sa journée. Tout ça pour dire que le club de boxe BSL, l'Académie de boxe BSL, en fait, où je vais aussi boxer, ben, il commence à attirer pas mal de filles. Donc, et moi, ça me fait plaisir parce que c'est mon club aussi, c'est l'endroit où je suis. C'était ma première expérience, Laurent, aussi, en tant qu'assistante du coach. Parce que tu sais peut-être pas, mais j'ai mon niveau 1 d'entrée. Tu sais, c'est Michel Desgagnés qui m'a formée cette année. Puis j'ai mon niveau 1, mais j'ai jamais vraiment exercé beaucoup avec des filles. Puis là, c'est ma première expérience avec Martine qui me regardait. Quand je t'ai connu il y a 4-5 ans, là, tu voulais devenir cutman dans le coin. Ça, c'est un autre projet que tu as enfoui. Là, je ne l'ai pas enfoui. Je travaille encore là-dessus, mais je n'ai pas beaucoup d'opportunités. Tu sais. Mais si tu veux, je peux le couper. Puis, Mais tu sais, moi, j'aime ça aller chercher des petites formations comme ça pour apprendre un peu plus sur tout ce qui se passe dans le coin, parce que j'aime beaucoup la vie de coin aussi. Donc là, ça m'a permis, entre autres, de diriger des sparring vraiment organisés, de faire de la mythe aux filles, des choses de même. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Chapeau à l'Académie de boxe BSL. Je voulais le mentionner, c'est un de mes 2 moments. OK, moi, je veux te féliciter, toi, puis te dire à quel point je te trouve bonne puis douée. Parce que j'ai écouté ton entrevue avec Janie Barré. Puis pour vrai, j'ai l'écouté en travaillant. Tu sais, mais là, je ne dis pas ça à mon employeur. Là. Je codais des colis. Puis là, j'avais mis le téléphone. Puis là, j'étais bien concentré, OK? Puis j'ai trouvé que c'était tellement une bonne entrevue. Les gens à la maison, allez voir ça. Tu sais, on parle de Martine qui est inspirante. Janie Barré, quelle histoire! Puis là, tu sais, j'ai été comme... Quand j'écoutais ton histoire, j'étais comme fasciné, tu sais, l'histoire de la... En même temps, j'ai comme appris des choses. Tu sais, l'hôpital Les Shriners qui achète une souris à 1 million de dollars qui a exactement la maladie à Janie. Puis là, elle dit, regarde la souris courir dans la roue. Je ne vais pas tout donner les punchs, mais prenez-vous du temps cette semaine pour aller écouter cette entrevue-là. C'est le genre d'entrevue que de 1, tu apprends des choses, de 2, tu es une meilleure personne à la fin de l'entrevue. C'est gênant de te plaindre quand tu te cognes un orteil la semaine d'après.
Puis, c'était bien. Là, bravo pour ton entrevue. Ça arrive que je t'écoute, Laurent. Ça arrive de temps en temps. Je t'ai perdu une seconde. J'étais content parce que c'était vraiment bon. Là. Ben, ça arrive que je t'écoute, OK? Puis, je t'ai écouté cette fois-là. Puis, effectivement, c'est une belle entrevue. Puis, on rappelle que Janie se bat quand? Elle se bat la semaine prochaine, le 15. À Trois-Rivières. À Trois-Rivières. Puis, c'est à l'Expo de Trois-Rivières. Puis, les gens peuvent... Tu sais, ça va être... Il y a des causes là, qui sont en... Tu sais, c'est un gars-là là, qui met l'accent sur, entre autres, des causes, des organismes, tout ça. Maison de femmes battues Fort, F-A-R, mais c'est un jeu de mots avec Fort, de Trois-Rivières. Et le moitié-moitié, je te l'annonce tout de suite, va aller dans les poches à Martine pour juste qu'elle puisse guérir puis pas s'occuper de payer son loyer puis son char, mettons. Et les promoteurs, ils ont dit qu'on a du lousse, on a vendu pas mal de billets. Ils mettent 1 000 par-dessus le moitié-moitié pour Martine. Magnifique. Puis, moi, j'ai mis, comme j'avais du change dans mes affaires, je vais garocher ça aussi. Et je voulais te dire, c'est Martine Vaillant-Bisson qui m'a dit de te dire ça aujourd'hui. Avec un esprit calme, on peut naviguer sur toutes les mers du monde. Bon. C'est le proverbe que Martine a sorti au 91.9 et je l'ai noté. En conclusion de l'introduction, on a-tu le droit de dire ça? Conclusion, ça oui. Tu avais une belle histoire, puis moi aussi, ça m'a fasciné cette histoire-là par le laps de temps où tous ces produits, je te laisse le raconter. Oui, je vais juste souligner, ça va être rapide. Là. Mon autre moment de boxe de la semaine, c'est la naissance du petit garçon d'une boxeuse qui s'appelle Alejandra Ayala, qu'on connaît bien au Québec. Elle a déjà affronté Marie-Ève Dicker, deux fois plutôt qu'une. Hein? Puis, cette fille-là, il y a à peu près 1 an et 1 mois. Ça fait vraiment comme à peu près 12-13 mois. Elle se battait en championnat du monde face à Anna Rankin en Écosse. Elle a eu un traumatisme crânien majeur, coma, des blessures majeures, une opération qui faisait le tour de sa tête, opération au cerveau. Elle a été déclarée morte sur les réseaux sociaux par des gens qui étaient proches d'elle, en théorie, des amis, des podcasters, que je ne sais plus si ce sont encore ses amis, mais dans ce temps-là, c'était ses amis. Ça a fait le tour. Il y a plein de journalistes qui n'avaient pas vérifié l'information. Elle n'était pas du tout morte, bien sûr, puisque 1 an après, non seulement elle a récupéré assez rapidement, c'est rare qu'on voit quelqu'un qui récupère d'un traumatisme crânien comme ça, mais elle a donné naissance à un petit garçon en santé. C'est comme une deuxième chance, je trouvais. C'est comme si la vie lui donnait une deuxième opportunité, une deuxième vie, dans le fond, une continuité de ce qu'elle a vécu en étant maman. Mais Ayala, je vais t'en parler un peu. Elle, son père, je pense qu'il était professeur dans une école à Chicago. Oui. C'est quelqu'un d'instruit qui a une famille aussi. C'est pas comme le cliché qu'on a avec la boxeuse mexicaine. Là. Je pense qu'elle est promoteur aussi. Je pense elle a son propre gym, sa propre promotion. Oui, je lui avais parlé, puis elle avait même des petites bases en français là, quand elle était venue contre Marie-Ève Dicker. Puis le combat, tu sais, puis juste froidement, tu sais, quand il est arrivé un accident dans ce combat-là, mais je trouvais, puis là, tu vas me dire que je suis méchant, mais je trouvais qu'elle courait après un peu parce que, te rappelles-tu qu'elle avait subi un violent knockout contre Savannah Marshall? Et elle s'est battue la semaine d'après au Mexique pour gagner. Puis 35 jours après son knockout contre Marshall, elle faisait la demi-finale. Elle avait pris le combat à la dernière minute, la revanche contre Marie-Ève Dicker. Puis c'est elle qui courait après ce combat-là. Puis moi, je pensais que ça allait être le premier KO de Marie-Ève Dicker parce qu'elle avait été knockée violemment par Savannah Marshall. Puis j'avais même mis de vidéos, je me rappelle, en disant que c'est ça, 35 jours plus tard. Je trouve que c'est peut-être l'époque avant Zapata, tu sais, maintenant, ça ne verrait plus ça. Une époque où on faisait moins attention à ces choses-là, c'est ça. Ça fait pas 50 ans, mon histoire, puis tu sais, elle avait subi un KO contre Marshall, mais là, c'est bizarre dans ce combat-là où, tu sais, on parle vraiment d'accident parce qu'elle boxait très bien contre Anna Rankin, elle avait gagné. Oui, elle avait bien fait. Elle était dedans, elle était dans son combat, elle faisait un bon combat. C'est pas arrivé par un knockout fulgurant, un coup. C'est une accumulation de coups qu'elle a reçus qui a dû déclencher quelque chose parce qu'il n'y a pas eu d'événements qu'on a vus dans ce combat-là qui ont fait qu'elle a eu un traumatisme. Pas un violent knockout comme avec Savannah Marshall. C'était autre chose. Probablement l'accumulation, probablement des conditions préalables. Mais bref, elle s'en est sortie. Et la morale de cette histoire, il ne faut pas croire tout ce qu'il y a sur le net. Hein, parce que déclarer quelqu'un mort sans qu'il y ait des notices officielles, il faut vérifier nos affaires. Hein? Il ne faut pas croire tout non plus sur les sites de rencontres parce qu'il y en a une couple qui pourrait penser que je suis suédois, blond, yeux bleus. Ça, c'est ma ligne. C'est vrai. Bon point.
ça ressemble pas à ça. Là, on va rentrer dans nos sujets, puis j'en ai un tout de suite. J'ai une question. Moi, cette question-là, je me suis posée la journée quand j'ai su l'annonce, OK? Je veux savoir deux choses. Oui. C'est quoi la différence entre Evelyne Bermudez comme boxeuse avec Jessica Neri-Plata? C'est pas le même style. Et mon autre question, où tu situes Bermudez et Plata? Tu sais, est-ce que c'est une façon d'aller rechercher deux titres plus facilement qu'aller contre Plata directement? Ou est-ce qu'on est ailleurs? Parce que la manière que comme je surveillais tout ça, j'ai regardé des combats de Bermudez, je suis allé voir sur BoxRec, un peu comme avec Plata, j'ai l'impression qu'on est dans un autre combat 50-50. Oui, c'est un combat 50-50. Moi, c'est ce que j'ai clairement. Ça va être un combat excitant parce que c'est un style, c'est une Argentine, Evelyne Bermudez. On est habitué de voir beaucoup de Mexicaines contre Kim, parce que dans sa catégorie, il y en a beaucoup. Hein. Quasiment tous ses derniers combats, c'était des Mexicaines, en fait, sauf une qui était Mariela, la fille qui venait d'Amérique du Sud. Mais toutes les autres, là, la dernière, celle avant Yesenia Gomez, celle, Plata, c'est des Mexicaines. Puis les Mexicaines, on le sait, ils ont une manière de boxer, ils mettent beaucoup de pression, ils avancent. Souvent, la technique n'est pas toujours là, ça frappe plus large. Plata n'était pas comme ça, cela dit. Plata, c'est vraiment boxé. Hein. C'est une boxeuse très complète. Evelyne Bermudez est aussi une boxeuse complète, mais elle n'a pas la puissance de Neri Plata dans ses coups, premièrement. Ça, c'est vraiment différent. C'est une boxe un petit peu plus technique et un petit peu moins en puissance. Donc ici, je ne crois pas qu'une Evelyne Bermudez va nécessairement, face à Kim, chercher penser au knockout. Je ne dis pas que Plata pensait au knockout, mais Plata avait la capacité dans ses points de knocker les filles. Mais je dirais que tu as raison que Plata, je ne pense pas qu'elle pensait au knockout, mais elle faisait clairement, elle se faisait respecter, comme on disait. Il y avait un côté de Kim qui disait si j'ouvre trop, je vais me faire mal en retour. Et Bermudez, si vous voulez bien la connaître, voir qu'est-ce qu'elle est capable, c'est quoi son plein potentiel, je vous dirais d'aller voir son dernier combat, celui qu'elle a fait contre Tania Henriquez, pour récupérer les deux titres qu'elle avait perdus face à Yokasta Vaillé. Le combat face à Yokasta Vaillé, c'est aussi intéressant d'aller le voir parce qu'on peut voir aussi certaines lacunes de Bermudez. Donc, dans celui face à Yokasta, on voit des lacunes, on voit qu'elle a manqué. Elle a manqué de gaz, carrément. Donc, peut-être que c'était lié à sa préparation. Puis elle n'a pas saisi l'opportunité. Mais tout ce qu'elle n'a pas fait contre Yokasta, elle l'a fait contre Tania Henriquez, qui était une excellente boxeuse, by the way. Alors là, ce combat-là, c'était au début de l'année que ça s'est passé. C'est vraiment son dernier. Ça montre vraiment tout ce qu'elle est capable de faire. Elle est bonne au corps, elle bouge bien. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'adaptabilité. Pour Kim, ça va être important de s'adapter aussi vite que Bermudez s'adapte. Et ça, c'est quelque chose, tu sais, on en a parlé dans le dernier épisode. On disait, me semble, les derniers combats de Kim, on voyait beaucoup les mêmes choses, etc. Là, ici, il va falloir qu'elle sorte le lapin du chapeau pour s'adapter, là. Ce que je soupçonne, puis c'est pas, Kim, je l'aime beaucoup, c'est pas nécessairement une critique comme quoi c'est plus une évidence dans le monde de la boxe. Un moment donné, on plafonne, on pogne plus de 30 ans, ça fait 22 ans que tu boxes. Ce serait surprenant que tu arrives avec d'autres outils. Là, mais je pense que Bermudez va rendre un plus honneur au style de Kim qu'une fille comme Neri Plata. On va peut-être voir une Kim qu'on a moins vue dans les 3 dernières années parce qu'elle n'a pas eu la chance d'avoir une fille comme ça dans sa face. Moi, c'est ce que je crois. Et c'est pour ça que je m'attends à ce que ce combat-là soit quand même très excitant, mais différent. Il n'y aura pas d'échange coup pour coup. On a vu Kim qui avait essayé d'échanger coup pour coup des fois là, contre Plata, puis ça avait moins marché. Il ne devrait pas avoir non plus d'œil complètement détruit là, si elle fait attention un peu à sa défensive, contrairement au dernier combat. Bermudez, c'est un autre genre de boxeuse. Elle est capable de se retirer, elle est capable d'utiliser les cordes. Je vais te surprendre, là, mais la façon que tu parles de Bermudez, puis Kim ne semble pas avoir la force de frappe pour finir quelqu'un d'un coup de poing. On dirait que les qualités de Bermudez, c'est sensiblement les mêmes qualités de Kim. C'est des styles qui vont bien aller ensemble. Ça devrait donner un combat, une belle danse, un beau tango, comme on dit. Et ça, je trouve ça excitant. Les gens, là, quand les billets vont être en vente, c'est le genre de combat qu'on veut voir dans une finale. OK? C'est le genre de combat qu'on veut voir. Tu sais, Kim, il faut qu'elle aille son pedigree aussi. Il ne faut pas qu'elle affronte toujours le même genre. Parce qu'à un moment donné aussi,
tu te complais un peu dans une certaine manière de boxer, puis tu n'as pas besoin d'utiliser tous tes outils. Donc, on pense que Kim a peut-être moins d'outils, mais en vrai, c'est qu'elle les utilise. Elle n'a pas besoin de les sortir. Elle est habituée, tu tombes dans l'habitude. Et en boxe, c'est pas bon, puis Bermudez, ça va la sortir de ça. Et je crois que Kim est terriblement excitée d'affronter une fille comme Bermudez. Pourquoi ils ne sont pas allés vers Plata? Ben, Plata négocie avec Seniça Estrada, donc probablement qu'Yvon Michel s'est dit, si Seniça affronte Plata, nous, on va aller chercher Bermudez pour être capable d'affronter Seniça après. Tu sais, le but, c'est de Seniça Estrada à la fin, c'est elle qui amène l'argent. Moi, j'ai un scoop pour toi, puis une bonne nouvelle. Mais c'est la même chose. Tu sais, moi, la question que je me pose, c'est que j'ai hâte de voir qui ils vont mettre en demi-finale pour aider Kim à ne pas avoir à vendre les billets et à faire la promotion par elle-même. Ça, c'est ma question, on verra. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, les billets vont être en vente bientôt. Oui. Mais il va y avoir un horaire et je t'annonce qu'il va y avoir une tournée pan-québécoise où Kim Clavel, il va aller à Rimouski. Ils vont faire vraiment le tour de la province avec Kim, avec des multiples conférences de presse, une tournée médiatique, mais qui va être bien avant le combat. Ils ne vont pas comme la brûler. Non, ils vont faire ça au mois d'août, quelque part au début août. Quelque part au début août. Puis, sincèrement, je suis très excitée de ça parce que ça permet aux gens d'aller à la rencontre de Kim, premièrement, parce que Kim est connue, mais beaucoup de gens ont connu la télé, dans les téléréalités. Peut-être certains resto-bars de réembarquer avec la boxe aussi, ce qu'on avait eu de la misère au retour de la pandémie, parce qu'à une époque, les revenus, les revenus venaient, il y avait plus de monde dans la foule, mais les revenus venaient beaucoup des restos-bars. Oui, il y a plein de monde qui allait à la cage au sport manger des ailes pour regarder Luciane Boutet se battre, là. Puis Jean-Pascal, puis tout ça. Là. Puis ça me rappelle ce genre de tournée-là, justement, les belles années de Luciane Boutet, qui lui-même faisait des tournées, qui lui-même était venu à Rimouski avec Librado Andrade, faire de la promotion. Je trouve ça cool qu'on sorte Kim de l'île, qu'on l'amène dans les régions, même si c'est express, ça va être fatigant, c'est pas trop proche de la date. Ils font ça en août, le combat est en octobre. Donc ça aussi, j'aime ça, parce qu'on est habitué de voir Kim faire beaucoup de promos en fin de camp d'entraînement, la semaine avant. Là, on amène Kim faire de la promo bien avant. Ça, je trouve ça super. Ça va être suivi. Les gens vont être contents de voir Kim. Ça va être couvert médiatiquement dans toutes les régions parce que Kim attire ça. T'sais. Oui, je suis un fatigant. Là, fait que je vais quand même comparer la façon de faire d'un côté de Beterbiev avec 3 ceintures versus la façon de faire à Kim. Je ne dis pas que c'est un combat qui... je ne dis pas que je mets les deux en comparaison, mais je vais quand même regarder le travail des promoteurs des deux côtés, les façons de faire, les entrevues. Moi, je suis curieux de voir comment on va se rendre à ce combat-là. On a un bon sujet ici, là, parce que moi, c'est la division qui est... Non, mais je ne sais pas. On vient de parler de Bermudez, Kim, Vallée, tu aurais pu nommer Estrada. On a plein de monde dans la... C'est une belle division, là. Il faut se prendre entre eux autres. L'autre, il y a les 140 où on a un beau mélange et on a les 168. Et là, on avait un combat, puis veut pas, dans l'organigramme, puis dans les façons de faire les pound for pound, c'était un combat très important. Pourquoi? Ouais. Pour trouver un genre de reine à 168, si on calcule, on va laisser 154, 160 à Shields, ça nous prenait une nouvelle reine à 168 ou confirmer Crew de Zern. Tu as Marshall qui veut pas prouver que c'était un accident contre Shields, mais qui veut prouver qu'elle mérite d'y retourner. Et tu as Sadashia Green qui attend son tour. Mais là, on avait Marshall contre Crew de Zern. Et là, je veux dire, moi, je regardais ça. Et moi, j'ai plus le droit de parier. Okay? J'avais un problème de jeu. Je touche plus à ça. Mais des fois, je regarde quand même me donner une idée. Puis là, Marshall était favorite à 5 contre 1. Puis là, j'ai sursauté. Puis j'avais dit, il me semble qu'il manque de respect à Crew de Zern, qui est toute une boxeuse. Et est-ce que le combat était serré, mais est-ce que j'ai raison de dire que c'était pas un beau combat? Il y avait de l'accrochage. Non, c'est pas très élégant. Il y avait beaucoup d'accrochage. Les deux styles des filles font ça. Déjà, on sait que Crew de Zern, elle n'a pas un style élégant. Ça marche. Non, elle a des qualités, en contre-attaque, elle a les mains vives. Ouais. Mais ça marche, mais c'est pas nécessairement beau à voir, puis ça
amène de l'accrochage. Ça amène de l'accrochage. Puis en face d'elle, tu avais la très grande Savannah Marshall qui boxe un peu à la Tyson Fury, mais pas tout à fait pareil. On s'entend qu'ils sont allés à la même école de boxe. Et ça a donné un combat un petit peu dépareillé, un petit peu difficile à suivre, saccadé. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était agréable à voir. Je trouve que Savannah Marshall mérite amplement sa victoire, cela dit. C'était serré, mais pas tant. Les cartes étaient plus serrées que la mienne. Moi, j'avais Savannah Marshall un petit peu plus en avance. J'ai peut-être donné 2-3 rounds à Cruz Dezern maximum. Puis le reste, je pense que j'avais une carte de 97-93, quelque chose de même. Et pour Savannah Marshall, que j'ai trouvé quand même, j'ai trouvé qu'elle savait quoi faire avec ce fille-là dans sa face. Cela dit, j'ai pas trouvé Marshall particulièrement meilleur que ce que j'ai vu contre Shields. Et je m'attends sincèrement que si elle affronte Shields à 168 encore, si elle ne change pas certaines affaires, j'ai vu les mêmes défauts, la même ouverture qui était large, la même lenteur, et même plus lente qu'elle était, parce qu'elle a monté de 8 livres, puis elle était déjà lente à 160. Je m'attends à ce que Shields fasse la même affaire. Parce que Shields, c'est comme une machine à réfléchir. Là. Elle a vraiment une façon de réfléchir à la boxe qui est différente du commun des mortels. Puis, elle ne va pas aller cloner son combat, elle. Là. Danny Dubé disait de Andrei Markov, quand il était à son sommet, que son ordinateur allait beaucoup plus vite que celui des autres joueurs. Tu sais. Ben, c'est Shields, c'est ça. Shields, c'est ça. Shields, le cerveau est ailleurs. Là. Maintenant, OK, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Puis Savannah Marshall est undisputed à 168, c'est amplement mérité parce que, comme je dis, elle a bien fait quand même contre Cruz Dezern. Cruz Dezern, by the way, je veux juste rappeler aux gens qu'il a chanté son propre hymne national puis qu'il a fait ses propres vêtements. Hein, donc, Cruz Dezern est versatile. As-tu fait sa propre perruque? Parce que j'aimerais rappeler qu'en plein milieu d'un combat, son coach il a dit « C'est les ceintures ou la perruque? Hein? » Elle n'avait pas de perruque à son combat cette fois-là, elle était tressée. Mais écoute, elle perd le combat, puis genre, elle va prendre la photo avec l'équipe de l'autre. Là, mais j'ai trouvé qu'elle était une bonne joueuse, Franchon Cruz Dezern. Quand elle a fait ça, j'ai trouvé qu'elle montrait. Parce que Cruz Dezern, elle a un caractère fort, mais très respectueuse quand même. Oui, elle a fait du trash talk avant, mais c'était pas du trash talk hard. Là. C'était juste de dire, regarde, moi, je suis rendu mon propre promoteur, parce que c'est le cas aussi, elle a sa propre promotion. Elle était copromoteur avec Boxer sur cette carte-là, avec son petit logo de Heavy Eater Diva Promotion. Mais tu sais, c'est une fille qui était capable de dire « Savannah, t'as bien fait, chapeau, tu mérites, j'ai pas fait ce que j'avais à faire », mais elle s'est présentée comme une star. Là. L'autre était tout en soir à sa conférence, puis l'autre était avec sa robe rose, ses lunettes, sa perruque. C'est du Franchon Cruz Dezern, je l'aime beaucoup parce qu'elle a beaucoup de facettes que je trouve qui sont des facettes des facettes spectacle en plus d'être une bonne boxeuse. Tu sais. C'est pas une imposteur en boxe, mais c'est aussi quelqu'un qui amène on la regarde, puis on a envie de la regarder. Il faut donner un spectacle aussi des fois. Là, je vais te jeter en bas de ton tabouret. Là. Puis j'ai une affaire à dire, puis je vais jouer le gars qui est ultra local. Okay? Vas-y. Ma page ne s'appelle pas Boxing Town Québec pour rien. Là. Je pense toujours au Québec, puis après ça, je regarde autour. Là, j'ai deux points pour toi. Je veux juste faire une prédiction. On parle de Marshall, Cruz Dezern, Shada Shia Green. La prochaine star, c'est Tamara Thibault. Okay? Attendez, là, elle va être dans le mélange. Un jour, on fait un podcast, elle va être dans tous les noms. Mais là, ma question, en attendant Tamara Thibault, moi, si j'y vais dans une optique québécoise, la manière que Vanessa Lepage est sérieuse dans le gym avec ses épinards, puis a passé de 310 livres à 176, elle n'arrête pas. Elle va-tu se rendre à 168? Bien, on ne sait jamais. Elle est capable. Moi, quand j'avais parlé à Vanessa il y a quelques mois au casino, je lui disais, tu es capable de descendre, tu veux-tu te tenir entre deux catégories, mettons à partir de 168 jusqu'à 200, tu veux-tu te tenir dans le milieu, puis tranquillement décider si tu cours ou pas. Puis, elle me disait, ben, j'aimerais ça aller chercher les ceintures dans ma catégorie actuelle en premier, puis après ça, descendre. Ouais. Parce qu'il y a quand même un effort là. Puis les ceintures les plus accessibles pour elle restent à sa catégorie dans la mesure où il n'y a pas beaucoup de gens, donc elle peut avoir un title shot rapidement. Mais je verrais très bien, je la verrais très bien descendre à 168 dans le futur. Peut-être que ça serait un effort trop difficile pour elle, mais ça serait cool. Ça serait le fun parce qu'il n'y a pas beaucoup de boxeuses actives. Juste que c'est à vérifier parce que. À vérifier, tu sais.
Nous autres, on parle, mais tu sais, physiquement, est-ce que c'est viable? Je ne sais pas. Deuxièmement, dans le plan, c'est ça, tu sais. Il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Quand on parle c'est une fille qui est très forte physiquement parce qu'elle vient du monde de l'haltérophilie. Là, avec son chum qui s'entraîne aussi, on voit la nourriture, c'est parfait. Elle est vraiment partie sur la meilleure stretch de sa vie. Là, on parle d'une fille qui l'avait complètement échappé pré-COVID. Aujourd'hui, elle pourrait gagner des compétitions de culturistes, ça se décide. Là, c'est impressionnant. Juste pour terminer sur le sujet, je vais revenir sur Shadassia Green rapidement. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que je voudrais juste mentionner que Shadassia Green, en théorie, c'est elle la mandatory. Là. Puis c'était déjà déterminé par la WBC que la gagnante de Zerd Marshall devait affronter Shadassia Green après. Maintenant, Money Talks, comme on dit, ça va-tu se faire? Là, Shavonna Marshall a l'air de caller Shields. Mais Shields ne savait pas. Shields ne savait pas que le combat avait été ordonné. Puis Shields a un grand respect pour Shadassia Green. Donc, quand Shields l'a su, elle dit au lieu de me caller et de perdre ton temps, va donc affronter ta mandatory Shadassia Green. Moi, ça va me faire plaisir d'affronter la gagnante. Puis Shields a réitéré, même si tu es undisputed à 168, si tu veux m'affronter vraiment pour faire le chèque de paye, puis nanana, il faut que tu viennes aux États-Unis. Elle commence avec ça, là. Je vais la pousser dans les... D'ailleurs, je ne sais pas si tu dois les avoir vus, les propos de Jake Paul qui dit « Mais je signe des chèques ridicules et personne ne veut affronter Shadassia Green. » Il dit que... Elle a trouvé quelqu'un pour faire un combat présentement. Une fille qui est bien correcte, Olivia Curry, que moi je connais comme boxeuse. Olivia Curry, c'est une femme qui est coachée par Rick Ramos, le même coach que Jessica McCaskill, c'est dans le même team, une fille de Chicago. Elle va jumper dans le ring contre Shadassia Green bientôt, dans la carte du mois d'août, la fameuse carte où toute la gang de Jake Paul sont toutes sur la même carte au Texas, Serrano, Green, Jake Paul lui-même, etc. Je pense que c'est Sylvain, l'autre. En tout cas, ils sont tous sur la même carte, les quatre. Puis, ils ont trouvé Olivia Curry. Ça va faire un bon combat. Olivia Curry est solide. Et elle a accepté de le faire à 168 livres. C'est une 160, 164 peut-être. Elle va monter un petit peu. Je trouve que c'est courageux. Effectivement, personne ne veut affronter Shadassia Green. Personne ne veut mettre son record de sa fiche à risque face à Shadassia Green parce que Shadassia Green, non seulement est puissante, mais elle sait boxer. Moi, j'adore Green là, pour les gens à la maison, pour vous la décrire. Tu sais, c'est une cogneuse qui ne se casse pas le bicycle. Là. Elle reste derrière son jab main arrière, elle fait bien les petites choses. À un moment donné, pow! À un moment donné, elle va te fermer les yeux. Cette fille-là, je ne la connaissais pas. Puis, tu sais, des fois, là, ma question va vraiment être bizarre. Est-ce que, quand tu dis qu'elle se fait ridiculiser par les juges, est-ce que le fait qu'elle a été très flamboyante cette semaine, elle se fait surnommer Chucky, elle était dans la face de son adversaire. Je me demande des fois si, quand tu t'imposes trop comme la méchante dans l'histoire, si les juges sont plus tough avec toi. Ben, je le sais pas, mais tu sais, Chucky Alanis, moi je la connais bien, Gabriela Celeste Alanis, une fille d'Argentine qui est hyper talentueuse. Elle est vraiment bonne parce que non seulement elle a de la puissance, mais elle est rapide, elle est rapide, elle a du souffle aussi. Elle a de l'endurance, elle est capable de toffer puis de lancer beaucoup, un petit peu le style Amanda Serrano qui tire, ça touche pas toujours, mais à un moment donné, il y en a qui passent. Effectivement, là, le rôle de la méchante, elle se prend avec sa poupée de Chucky, elle se prend des photos en Chucky. Ça a toujours été son personnage. On la connaît, mais c'est une fille qui est douce en vrai. C'est sûr qu'elle est arrivée là comme la non-favorite, donc elle l'a poussée au maximum pour aller chercher de la visibilité parce qu'elle, personne ne la connaît. Donc, c'était normal qu'elle fasse un show d'une certaine manière pour ne pas avoir l'air de la fille qui vient juste affronter Marlene Esparza. C'était une unification, il faut se rappeler. Hein. Elle en avait une ceinture, puis Marlene en avait deux autres. Fait que c'était un combat important. Puis Golden Boy n'a pas beaucoup mis de promotion là-dessus. Fait qu'elle a fait sa propre promotion, elle, Chucky, quand elle est arrivée là. Oui, ça peut avoir une influence sur certains juges, mais en vrai, ça ne devrait pas. J'ai mis mon gilet de licorne, là. C'est un petit peu à cause de ce combat-là. Pourquoi tu étais une licorne? Écoute, parce que moi, je crois encore que ça va peut-être finir par s'améliorer. Le jugement aux États-Unis, là. Mais tout le monde me dit, ben voyons, ça ne s'améliorera jamais, t'as bien vu. Puis encore là, hier, on l'a vu, on est arrivé dans un combat, Laurent, Marlene Esparza face à Alanis.
Un combat vraiment très bon. C'est candidat au combat féminin de l'année déjà. Oh oui, c'était un excellent combat. Ceux qui ne l'ont pas vu et qui ont 2 zones pourront aller le rechercher. C'était un très bon combat à regarder. Il y avait du haut volume, beaucoup de coups là-dedans. C'était intense. Il n'y avait pas de moment de break. Moi, j'avais Alanis gagnante. Puis je l'avais gagnante, OK, 97-93, peut-être 96-94. C'était quand même un combat serré, là. Tu sais, j'ai été généreuse avec Alanis, mais mettons 96-94. Les juges n'ont pas vu la même affaire que moi. On est plusieurs à avoir vu Alanis gagnante. Même Chris Mannix, c'est rare. Même Chris Mannix, sa carte, il voyait Alanis gagnante serrée. Les commentateurs, il y avait plein de monde autour aussi d'Ibella, plein de monde sur les réseaux sociaux qui voyaient Alanis gagnante live. Elle n'a pas gagné. Ça a été une majority decision. Il y a un juge qui a vu 95-95. Je trouve ça acceptable. Ça aurait pu être des 2 bords. Moi, j'accepte qu'Alanis ait perdu dans la mesure où, oui, ça dépend comment tu lis ton combat, comment tu le vois, mais j'ai beaucoup de misère avec un juge. Tu sais, Alanis, tu regardes les stats, là, elle a touché plus qu'Esparza, mais elle a tiré le double qu'Esparza. Fait que, tu sais, quand tu juges, tu es censé prendre ça en considération, non seulement qu'est-ce qui touche, mais aussi l'énergie que tu mets à essayer de gagner. Puis la technique était quand même là. L'énergie qu'on met, c'est de gagner. Ça, dans les 5 points, c'est l'agressivité. L'agressivité, puis quand tu tires le double, puis que tu as touché plus, je trouve ça un peu ironique qu'un juge te donne 99-91 à ton adversaire. Moi, c'est ça qui m'a dérangé. Non, mais il n'y a jamais eu une époque en boxe où tu ne peux pas te lever un matin et dire on serait dû pour une réforme des juges. Là. Je veux dire, on dirait que c'est l'histoire de la boxe. Tu sais. Ma licorne est là, j'y crois encore, mais on dirait que ça n'arrive jamais. Puis tout le monde me dit arrête de rêver, ça n'arrivera jamais. Ça tue le sport des affaires de même, puis ça donne mauvaise réputation à tous les juges. Souvent, c'est quelques juges. Hein. Souvent, si on analyse ça, il y a certains noms qui reviennent de façon régulière, qu'on sait, qui ont des jugements douteux, mais ça donne mauvaise réputation à tout le monde. Je trouve, Alanis était déçue de voir moi, être Marlene Esparza, je serais fâchée aussi, parce que ça déplace l'attention vers un mauvais jugement au lieu qu'on valorise les belles choses qu'elle a faites. Dans toute ma carrière, j'ai juste vu une personne qui a été honnête après son combat, c'est Marie-Pierre Roule. Qui a dit qui est allé voir Marisol Moreno puis il a dit désolé, oui j'ai gagné mais le jugement, les cartes n'étaient pas bonnes. Honnête que j'ai connue, c'est Marie-Pierre Roule en boxe. Parce que ça, là, sincèrement, moi, c'est une grosse déception. On a vu un beau combat. Quand je dis que c'est un candidat combat de l'année, c'est pas normal qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui gâche le party qui a une carte de 99-91. C'est ça, des fois, Marie-Ève, là, maintenant, quand je regarde une tonne de combats, des fois, j'essaie de ne pas laisser le mauvais jugement me dire, wow, c'était un combat magnifique. Tu sais, j'essaie de me faire 2 tiroirs dans ma tête, dire, ce combat-là était magnifique, le jugement n'était pas bon. Là, c'est pour ça que j'invite les gens qui n'ont pas vu ce combat-là à aller le voir, mais à stopper avant les cartes. Non, mais c'est ça, parce qu'on a tendance à se pourrir la vie avec le jugement, puis oublier qu'on vient d'assister à un grand combat. Tu sais, comme exemple, Lomachenko contre Devin Haney, d'un point de vue technique, c'est un énorme combat. Mais on fait juste parler de la décision, puis on oublie à quel point c'était beau. Exact. C'est un petit peu ça mon point. On a un superbe combat à aller voir, puis là, le matin, tout ce qui se parle, c'est qu'on n'est pas content des cartes. Écoutez-le de changer de poste quand vous attendez le commentateur commencer à parler. Natacha Jonas m'a pris par surprise, ainsi que le monde de la boxe, parce qu'elle était championne à 154 livres. On l'a vu contre Marie-Ève Dicker. Et elle avait des options à 154 livres. Elle s'est levée un matin, ramasser le titre vacant contre la Canadienne Candy Wyatt. Wyatt ne l'emporte jamais, mais paraît toujours bien. Hein. Wyatt, il lui donne toujours les combats à dernière minute. Elle a affronté McCaskill à une semaine d'avance. Elle a affronté Jonas à 2 semaines et demie d'avis. À un moment donné, quand on ne te donne pas la chance de te préparer pour un combat de championnat, tu fais ce que tu peux. Et moi, je déplore ça parce qu'un combat de championnat, tu es Natacha Jonas, là, OK? Tu es un gros promoteur.
il est capable, le gros promoteur, d'amener l'adversaire au moins 6 semaines d'avis pour lui permettre de faire un vrai camp d'entraînement pour qu'on ait un bon combat. Oui, mais veut-il vraiment ça, Marie? Mais non, il ne veut pas ça. Ça paraît. Pour Jonas, ils ne veulent pas ça. Chris Namus, a même pas une semaine d'avis, a eu un combat contre Jonas. C'est pas la première fois que ça se passe, là. Ça fait 2-3 fois depuis qu'elle est chez Boxer qu'on lui amène des adversaires, mais vraiment de moins de 3 semaines d'avis. C'est une championne, là. C'est une vedette. Elle devenait championne à 154 livres il y a 1 an. Oui. Puis là, moi, je n'étais pas surprise qu'elle descende. Je l'avais déjà mentionné sur ce podcast-ci que ça devait être un risque. C'était un risque. Pourquoi qu'elle pouvait descendre? Elle était bloquée à 154 parce que le combat pour Undisputed, elle ne le voulait pas. Elle ne voulait pas affronter Terry Harper. Puis Terry Harper a persisté, puis elle a gardé son titre. Je ne sais pas si le clan Jonas s'imaginait qu'en bloquant Harper pour l'accès à un combat Undisputed, elle allait laisser son titre vacant, puis elle allait descendre, puis après ça, Jonas allait pouvoir saisir l'opportunité de devenir Undisputed à 154. Mais ça ne s'est pas passé. Harper a tenu bon, a gardé son titre. C'est Jonas qui a abandonné le titre IBF. Elle a gardé les autres pour le moment à 154 pour descendre à 147, puis aller chercher un des titres vacants de McCaskill qui n'avait pas été ramassé encore par personne. D'ailleurs, j'étais un peu surprise qu'Eddie Hearn n'avait pas essayé de mettre ce titre-là en jeu, mettons, entre Sandy Ryan, Marie-Pierre Roule ou autre. À la base, c'est ça qui s'est passé. Le titre est resté vacant. Jonas a mis la main dessus. Knockout tardif que je trouve... Bon, je ne veux pas m'avancer je ne veux pas donner une opinion. Est-ce que c'était précipité ou pas? Je le vois comme si c'était un petit peu précipité, mais en même temps, on n'est pas dans le ring. Puis on ne sait pas, on n'entend pas nécessairement tout ce qui se dit, on ne voit pas tout ce que des autres voient. Il y a un docteur dans le coin. Ils ont peut-être déterminé que pour Candy Wyatt, c'était mieux que ce soit arrêté. On n'entend pas non plus ce que le coin dit. Des fois, quand tu mènes par beaucoup, puis que le médecin va avoir l'impression, ou le juge, ou l'arbitre, que tu n'as pas la claque pour virer le combat, on devient très, très, pas minutieux, mais très, très pointilleux. Puis au moins, une petite signe, on dit, regarde, tu perds 8-0. Candy Wyatt n'est pas une cogneuse de puissance, donc elle, tu sais, gagnée par knockout, il y avait peu d'opportunités, puis elle ne menait pas aux cartes, là. Elle était en retard, fait que ça a été arrêté. Jonas a fait quand même du beau travail. Maintenant, il y a un autre combat dans les 147 qui est annoncé, mais qui n'a pas de date. Ça veut dire Sandy Ryan va affronter McCaskill pour les autres titres. La gagnante va avoir tous les titres, sauf celui-là. Est-ce qu'on va finalement voir Jonas dans un combat pour Undisputed, mettons, d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine? Mais est-ce que je peux te jeter en bas de tes souliers? Est-ce que Jonas pourrait affronter une aspirante en attendant? Et j'ai envie de t'en nommer une qu'on connaît bien. Marie-Pierre Roule ou une Abazine ou quelqu'un. Abazine, oui, mais Abazine, elle vient de se battre, donc peut-être dans quelques mois. Abazine avait monté à 154, donc là, maintenant, est-ce qu'elle va être encore aspirante à 147? Je ne sais pas. Marie-Pierre Roule, là, il faut faire attention parce qu'on s'entend que Boxer et Groupe Yvon Michel, ils ont des relations parce que Marie-Ève Dicker a affronté Natasha Jonas déjà. La vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'on veut envoyer Marie-Pierre Roule encore une fois en championnat du monde en Angleterre, là où elle ne sera pas favorite, qu'elle va avoir peu de chances de gagner. Pourquoi je dis peu de chances de gagner? Parce que tu ne te bats pas juste contre la boxeuse, puis tu ne te bats pas juste contre la favorite, mais tu te bats en Angleterre contre la machine aussi. On le sait, nos boxeuses, il faut vraiment qu'ils performent fort en Angleterre pour aller chercher la victoire, surtout pour une ceinture. Oui, tu as raison, mais ce n'est pas la même réalité que Kim Clavel où tu pouvais, entre guillemets, pour une bouchée de plein, attirer Neri Plata. Genre, si tu veux attirer une championne à 147 pour venir affronter Marie-Pierre Roule ici, ça ne sera pas faisable, mais il faut que le timing soit le meilleur pour Marie-Pierre. Parce que le danger, c'est de retourner Marie-Pierre rapidement en championnat, mais qu'elle n'ait pas eu le temps de travailler certaines affaires, qu'elle n'a pas eu le temps d'aller tester dans un ring certaines affaires. Moi, c'est ça qui m'inquiète. On veut-tu brûler Marie-Pierre dans des championnats du monde sans que le travail en arrière, le tester dans un vrai contexte de combat? Mais en même temps, quand tu as raison, je te donne parfaitement raison, mais je vais donner l'exemple d'un Steve Claggett, qui va se garder en shape à l'année longue au cas où le téléphone sonnerait. C'est un boxeur professionnel,
quand tu es rendu au niveau de Marie-Pierre dans les classements, tu as quand même, tu te dois, de manière professionnelle, à te garder très près d'un combat de championnat au cas où le téléphone sonnerait dans la minute. Et là, c'est à toi d'y réfléchir, mais tu dois te garder physiquement prêt à ce que, oui, un téléphone peut arriver. Genre. Fait que, faut que les options soient là, tu as raison. Il faut que tu sois prêt à toute éventualité. Mais là, il va falloir saisir les bonnes opportunités pour soi. Puis les bonnes opportunités, ça dépend de ce qu'ils veulent. Parce que c'est pas comme si tu allais te battre pour un titre vacant avec une fille comme toi qui est aspirante, puis que là, ben, ça devient un combat 50-50. Là, ici, on a une grosse machine. Fait que, tu sais, l'argent peut être là, mais il faut que l'argent soit là pour vrai, là. Parce que tu peux facilement devenir la fille qui va perdre 2 fois le championnat du monde. Pourquoi? Même pas parce que tu as mal performé. Simplement parce qu'une machine t'engloutit, tu le fais pour peu d'argent, puis peu de notoriété à la fin. T'sais? Fait que c'est ça aussi qui est dangereux. On veut une Marie-Pierre Roule qui ait une vraie opportunité à elle. Je te le dis, Laurent, ces titres-là ne resteront pas longtemps dans les mains des mêmes personnes parce que Jonas a des intentions encore à 154, à 140. Je pensais que tu allais me dire que c'est parce que c'est des vieilles qui ont la... Non, mais McCaskill est plus âgée, puis Sandy Ryan a bien beau avoir gagné un titre à 147, son poids, c'est 140 livres. Fait que, tu sais, à un moment donné, ces filles-là vont s'essayer rapidement pour Undisputed, puis après ça, vont toutes laisser ces titres-là. Fait que, va falloir réfléchir de façon intelligente. Bien se positionner pour avoir une opportunité un peu plus égalitaire d'aller chercher un titre puis d'être jugé à sa juste valeur ou de se faire engloutir par une machine, oui, d'aller en championnat du monde, faire un petit chèque, parce que c'est pas nécessairement toujours des gros chèques non plus. Ça peut être des bons chèques, mais pas toujours des gros chèques. Faut être intelligent, ça dépend de l'offre. Ben moi, je te trouve un peu fermé sur l'idée. Moi, j'ai plus, comme dans ma tête, l'impression que justement, le fait que Jonas vient des divisions en dessous, Marie-Pierre qui maintenant a de l'expérience, puis est costaude, moi, je dirais quasiment, vas-y, même si c'est ta dernière minute, tu as peut-être une réelle chance de la pincer ou de la surprendre. Tu sais, je vois peut-être. Des fois, je trouve mais il va falloir qu'elle gagne de façon décisive. C'est pas juste de la pincer, c'est de gagner de façon décisive parce que tu ne te battras pas chez toi, tu n'auras pas la foule de ton bord. Puis, sincèrement, c'est elle la vedette, Jonas. Fait que le monde entier va être de son bord. Il faut que ça soit décisif. OK, on est dans l'hypothèse. On est juste dans l'hypothèse. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Acheter mon idée, on change de sujet. C'est ça. Tu sais, on n'est pas là pour dire que moi, je ne suis pas là pour dire que c'est une bonne idée ou une mauvaise, mais je suis là pour dire qu'il faut choisir la bonne opportunité. Je dis juste que le téléphone va sonner à cause de son C'est sûr. Elise Cotney est devenue championne IBF des Supercoques en laissant aucune chance à Chernica Johnson. Hey, les Supercoques, là, c'est ma nouvelle catégorie préférée depuis ce mois-ci. Depuis ce mois-ci, Laurent. Elise Cotney, premier épisode 120 secondes, j'avais dit qu'elle deviendrait championne du monde en 2 ans. On fête notre 24e épisode, puis elle est championne du monde en 2 ans. Je suis très contente pour elle. Le talent est là, puis elle a vraiment dominé la championne IBF, l'Australienne Johnson. Il n'y avait pas de doute du tout, là, du tout que Cotney était la fille, la nouvelle championne après ce combat-là. Elle a tout fait bien. Il n'y a rien qu'à avoir fait mal. Écoute, elle était tellement puissante, elle était tellement intelligente dans le ring. Tu sais, c'est l'intelligence de bien couper le ring, d'amener les combinaisons, de ne pas se faire toucher. La défensive était là. Elle a fait ce qu'elle voulait de Chernica Johnson dans ce combat-là. J'ai donné 2 rounds à Johnson seulement, moi. Puis, il y en a qui en ont peut-être donné 3. Moi, j'ai été plus sévère peut-être. Mais Elise Cotney, ici, a donné vraiment une leçon de boxe à l'autre. L'autre est partie bonne joueuse. Il faut se rappeler que ce combat-là, à la base, devait être en sous-carte de Taylor Cameron. Et il s'est passé une genre de saga. Et il y a eu beaucoup de blabla autour de ça, puis de chicanes dans les médias sociaux. Parce que, dans le fond, Cotney voulait être sur la sous-carte de son idole, Cathy Taylor. Elle avait déjà... elle s'était déjà battue. En tout cas, elle voulait être sur cette grosse carte-là. Les posters étaient sortis sur BoxRec, la carte, puis Chantel Cameron a mis son droit de veto pour faire enlever ce combat-là de la carte. C'est Chantel Cameron qui a pris la décision parce que Elise Cotney s'entraîne avec l'ancien entraîneur de Cameron, Shane McGuiggins, et
sincèrement, ça ne s'est pas bien terminé entre les deux. Et Cameron s'est dit, je vais avoir mon moment pour Undisputed. Je ne veux pas avoir ce gars-là dans mon entourage pendant cette semaine de combat-là. Et Eddie Hearn a cédé. A vraiment cédé. Donc, ils ont retiré le combat pour cette raison-là. Ils l'ont amené sur une autre carte 3 semaines et demie plus tard. Scott Ney était en furie. Johnson était en furie. DiBella était en furie. Tout le monde était fâché. Tout le monde est en furie. Mais parce que, tu sais, c'est déjà annoncé, les posters sont sortis, tu as commencé à vendre tes propres billets, tes amis ont acheté des billets d'avion pour aller en Irlande, puis là, tout d'un coup, on t'enlève parce qu'une autre boxeuse qui n'est même pas dans ta catégorie ne veut pas t'avoir sur la carte. Maintenant, à la défense de Chantel Cameron, il s'est vraiment passé des affaires avec Meg Wiggins. Il y a un interdit de publication là-dessus, mais c'est pas d'une question d'harcèlement sexuel. On va te faire poursuivre. Non, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle fait partie de la grosse vague de boxeurs qui ont quitté ce gym-là il y a quelques années pour s'en aller, signer chez MTK Global, puis qui ont carrément sorti de ce gym-là en même temps. Puis ça s'arrête là, c'est tout ce qu'on sait. Pour le reste, on ne le saura jamais ou peut-être un jour. Scott Ney fait partie de la jeune génération des 122 livres avec Ségolène Lefebvre, donc, et avec une nouvelle venue qu'on va parler juste après, qui s'appelle, on va parler tout de suite, Nazarena Romero. Attends, je vais faire le lien. Mayerline Rivas goûte à la médecine de Nazarena Romero et s'en sauve in extremis. Oui. Nazarena Romero, c'est la nouvelle sensation des 122 livres. C'est une boxeuse d'Argentine. Elle est jeune. Elle frappe vraiment fort. Elle est dangereuse. Dans ma tête, c'est une des meilleures qu'il n'y a pas dans la catégorie, mais elle n'a pas de ceinture. Et elle affrontait Mayerline Rivas du Venezuela, mais le combat avait lieu en Argentine. C'était son aspirante obligatoire à Mayerline Rivas. Donc, ce combat-là a été ordonné. Et sincèrement, ça n'a pas été facile pour Mayerline. C'est un draw, mais c'est un draw qui a arrêté au 5e round parce qu'il y a un coup de tête non intentionnel, sauf que les cartes étaient bizarres. Et il y a un juge qui a donné toutes les rounds à Rivas, même si Rivas a eu un knockdown. C'est bizarre. Je ne sais pas comment ils ont calculé leur carte, là, mais le round avait été clairement gagné par Romero. C'était un round gagné par Romero. C'était pas juste dire l'autre gagnait le round. Là, Marie, si ma mémoire est bonne, là, parce que là, je constate que tu as de la suite des idées. Parce que si je me souviens bien, en juin dernier, avant ce combat-là, Eddie Hearn parlait d'opposer Scott Ney à Mayerline Rivas. Donc, c'est pour ça que tu as mis les sujets à l'arrière de l'autre. T'es forte. Ben ouais, mais c'est parce que c'est 2 combats de Supercoq. Puis effectivement, Mayerline Rivas est signée chez Matchroom aussi. Donc, c'est l'autre championne 122 livres que Matchroom possède. Puis maintenant, ils ont Ellie Scott Ney. Ici, Mayerline Rivas, elle a rushé. Sincèrement, là, elle a rushé contre Nazarena Romero, mais avec le draw, a pu conserver son titre, ce qui l'amène à pouvoir le mettre en jeu dans une unification rapide contre Ellie Scott Ney. Je pense que Scott Ney, est-tu la mandatoire ou je ne sais pas comment ils ont arrangé ça? Non, Scott Ney n'est pas la mandatoire, elle n'est pas la mandatory, sauf que comme Scott Ney à l'IBF maintenant, puis Mayerline la WBA, tout ça passe avant, là. Tu n'as plus besoin d'affronter ton obligatoire, tu sais. C'était Nazarena Romero, l'obligatoire. Puis en vrai, ce combat-là, là, même s'il était arrêté au 5e round, c'est Romero qui aurait dû partir avec la victoire. Le juge qui a donné tous les rounds à Mayerline, premièrement, ça faisait corrompu à mort. Là, je sors encore mon gilet de licorne. Ouais, t'es une licorne. Non, sincèrement, là, il faudrait que ça s'améliore, mais on en a parlé tantôt. Maintenant, il devait y avoir un rematch. Mayerline, après le combat, a dit oui, on va faire un rematch parce que c'est dommage que ça s'est fini en 5 rounds à cause d'un coup de tête accidentel. Mais entre-temps, Scott Ney a gagné son titre. Donc là, elle a changé son fusil d'épaule, puis elle ne veut plus donner de rematch. Il n'y avait pas de clause. Elle veut aller en unification contre Scott Ney. On va se le dire, Scott Ney, Mayerline Rivas a un peu de puissance, mais vieillissante, puis Scott Ney est toute jeune. Elle a aussi la puissance. Je ne me rappelle pas si c'est, me semble que c'est Mayerline, c'est Maïlis Gangloff qui m'avait dit que Scott Ney, c'est la fille qui l'avait frappé le plus dur en carrière. Elle a vraiment les poings lourds. On pourrait voir cette unification-là arriver peut-être d'ici le début de l'année prochaine.
Rivas contre Scotney. L'autre championne, c'est Mercado. J'aimerais voir Mercado face à Ségolène Lefebvre pour qu'on puisse avoir un combat 2 contre 2 après entre les deux gagnantes. Mais je suis peut-être... Le problème de Mercado, c'est qu'elle ne veut pas se battre hors Mexique. Elle ne veut pas unifier. J'ai peur quand tu as parlé de 2 contre 2 parce qu'il commence à avoir des ligues de boxe par équipe, là, comme c'est pas chic. Là, j'ai vu ça sur YouTube. Je ne suis pas sûre que j'aime ça. Marie, il y a quelque chose je veux t'en parler depuis tantôt. Là. C'est le prochain sujet. Là. Je me suis demandé si c'était le knockout de l'année à date. Des fois, en boxe, tu sais, quand tout va bien, là, tu te mets à vouloir échanger, puis c'est pas une bonne idée. Tu sais. Et là, Ramla Ali ne se souciait plus de sa défensive, elle lançait à 2 mains, je ne sais pas, elle voulait y aller pour le spectacle. Elle s'est faite assommer sur une main gauche c'est difficile, ce combat-là. D'une violence. Il va falloir qu'elle retourne sa planche à dessin pour la suite des choses. C'était pas beau ce combat-là. Il y a eu une petite amélioration en cours de combat, mais il faut que tu l'écoutes ton coin. Hein. Elle est avec Manny Robles, Estrellita, puis toute ce gang-là. Elle a déménagé aux États-Unis, Ramla Ali, pour s'entraîner pour être proche de son équipe d'entraîneurs. Robles est un des meilleurs entraîneurs au monde. Oui, exactement. Puis, tu sais, on l'ajoute sur la carte de Régis, Progrès, il y en a qui prononcent les deux manières. Régis Progrès, on va le dire comme ça, en Nouvelle-Orléans, parce que c'est une carte de Matchroom. Ramla est sur Matchroom, Régis aussi. Elle se présente là. Moi, là, nous autres, on a un petit groupe, OK? Moi, 2, 3 podcasters là, de d'autres pays, on se parle en privé des fois, puis on avait des craintes déjà. Mais elle avait une bonne adversaire, une fille qui avait perdu, si je suis en train de regarder ça, elle avait perdu ses débuts professionnels, mais elle avait juste 26 ans, puis on dirait que c'est le fameux piège mexicain qu'on regarde l'affiche, mais qu'on oublie que la fille a passé pro à 18, puis elle a progressé tout ce temps-là. Fait qu'elle avait une bonne adversaire. Il y a une fille dans mon groupe, dans mon petit groupe que je te parle, où on chatte pendant les combats, puis elle, c'est une boxeuse. Et elle me disait, je l'ai affrontée, moi, en sparring. Elle est venue me faire dans un de mes camps d'entraînement. Elle est tough, ça n'a pas de bon sens, elle frappe fort, elle est dangereuse, elle a peur de rien. C'est dangereux pour Ramla Ali parce que Ramla Ali n'avait pas très bien performé son dernier combat en février non plus. Elle avait affronté Avril Mathieu, ça ne s'était pas super bien passé. Honnêtement, là, c'est comme tu dis, elle a échangé coup pour coup. Ça a été un méchant gros problème. Ramla Ali, c'est son 1-2 in et out qui fonctionne. C'est ça qu'il aurait fallu qu'elle fasse. Quand Manny Robles lui a dit in et out, elle l'a fait pendant un certain temps, puis elle a été capable de gagner certains rounds en le faisant. Sauf qu'à un moment donné, l'autre, il est rentré dedans, puis elle a recommencé à changer coup pour coup. Ça l'a ouvert un espace énorme pour le crochet de gauche. Pow! À terre. C'était pas beau à voir. Elle était difficile à relever. Elle était solidement knockée. Moi, ça m'a fait de la peine parce que, tu sais, parce que la stratégie de Manny Robles était la bonne. Non, mais la stratégie de Manny était la bonne. On l'entendait dans le coin, Manny Robles, puis il lui avait dit exactement quoi faire pour que ça marche. Mais elle l'a juste écouté à demi. Tu sais, faut que c'est ça l'apprentissage aussi. Je comprends qu'il faut s'adapter en cours de combat, mais si ton coach te donne certaines instructions pour que tu replaces, à un moment donné, tiens-toi-en au moins pour une coupe de round, pour au moins reprendre ton souffle et aller rechercher des points. Si ça ne s'est pas fait comme ça, ça a été... l'histoire de Guzman aussi est intéressante. C'est une fille qui a eu une opération majeure. Elle a eu une fracture majeure, grosse opération, arrêt de travail important. On pensait qu'elle ne pourrait plus jamais reboxer. Elle a fait une dépression sévère après ça, puis elle a décidé de sortir de son arrêt pour aller prendre ce combat-là. Elle s'était sortie de sa dépression entre-temps, elle avait travaillé, puis elle avait recommencé à s'entraîner, elle était fight ready, mais c'est une opportunité qui est arrivée. Il y avait 2 titres mineurs aussi en jeu, elle n'était pas chez elle. La Mexicaine est repartie avec ses 2 titres mineurs, elle pleurait. Pour elle, c'était gros parce que tu penses que tu ne te rebattras plus jamais. Tu arrives, puis tu bats l'enfant chéri.
la locale, l'enfant La chéri, fille, une des préférées, puis perd un knock-out fulgurant. la mannequin, la fille, l'histoire, Oui, elle vient de Somalie, la t'as fille qui battu est la plus gentille, là. Puis l'autre arrivé avec son tatou facial avec un petit cœur en face, puis tu sais, tatoué partout. Il l'appelle la roqueuse. Mais tu sais, c'est une fille qui est douce, puis qui avait passé par des moments difficiles. Ça l'a remis en selle, Julissa Alejandra Guzman. Les gens étaient immensément contents pour elle au Mexique parce que c'est pas le voler. Elle a rien volé. Elle est allée là, elle a saisi l'opportunité. elle a le droit de gagner. Elle a fait ce qu'il fallait, puis elle est repartie avec les titres. Moi, j'ai trouvé que c'était magnifique. Effectivement, ça pourrait être un des KO de l'année, là, Goffey, là. C'était... Ali est tombée, puis elle est tombée comme une pâte molle, là. C'était difficile après. Est-ce qu'elle s'en est remis? Elle a l'air de passer à autre chose, puis de prendre des vacances, puis je pense qu'elle va continuer, là. Je ne sais pas si elle va changer, elle va faire des changements. Elle s'entend bien avec Manny Robles. Je ne crois pas que le problème était Manny Robles. Je pense que le problème était entre les deux oreilles dans le ring. Donc, on verra qu'est-ce que ça va donner. Mais bravo à Guzman. Elle a fait ce qu'il fallait qu'elle fasse. Puis moi, j'ai découvert une boxeuse. Je connaissais un petit peu, mais je l'ai découvert beaucoup de force en elle, plus d'outils que je pensais. Puis c'est un sérieux danger pour d'autres, là. Là, Marie, tu avais encore de la suite des idées parce que dans la même soirée, on a eu Jenny Fox qui a battu Indya Smith. Rodriguez, là, c'est la même. Elle porte son nom de mariée. Nom de jeune femme. Mais oui, c'est ça. Indya, juste pour dire, il ne faut pas se fier à sa fiche, c'est une adversaire redoutable. Elle a l'air d'une vraie fille de la Nouvelle-Orléans, ses photos. Ouais. C'est une fille qui a déjà battu Soulem Urbina. C'est une fille qui est tough, comme ça n'a pas de bon sens, Indya Rodriguez. Donc, pour Ginny, c'était un défi intéressant parce qu'on y met tout de suite une fille qui est fatigante d'impact. Une fille qui va aller de l'avant, que c'est pas toujours beau comme style, mais tu sais, qui arrêtera jamais, puis que c'est un bon test pour voir où est-ce qu'elle est rendue Ginny Fuchs, OK? Et Ginny, on sait qu'elle n'a pas de promoteur. Elle recherche... Je t'arrête une seconde. Là. Ta fille, là, Indya Smith, elle mesure 5 pieds. Hein? Elle est toute petite. Elle a affronté Gabrielle Fondora. Ah oui. Ça devait faire un moyen... Ça n'a pas été facile, ce combat-là. Non, c'était... Tu sais, en vrai, c'est des 112 livres, 115 livres. Là. Mesurer 5 pieds, c'est pas grave. C'est les autres qui sont plus grandes, tu sais. C'est Fundora qui n'est pas faite sur la même shape que les autres. Mais tu sais, c'est une fille, justement, c'est correct que Ginny Fuchs ait l'affronté. Elle a affronté d'autres filles, d'autres filles du même genre. Et pour elle, ça lui permet de se jauger, de savoir où est-ce qu'elle se situe face aux autres. Hein? Je vais-tu mieux performer? Je vais-tu moins bien performer, etc. Mais Ginny Fuchs avait aussi envie de montrer ce qu'elle savait faire aux promoteurs parce qu'elle est assignée. Et ça, c'est une fille qui a du potentiel d'être une championne du monde là, dans le futur. Elle est tough, elle est bonne, puis elle a du background en Moses, cette fille-là. Je parlais à Michaela Mayer vite sur les réseaux sociaux. J'ai demandé à Michaela, Ginny Fuchs, là, c'est sa grande chum. J'ai dit, qui tu la verrais affronter dans le futur? Elle m'a dit, n'importe qui entre, comment elle m'a dit? Elle m'a dit, n'importe qui entre 112 livres puis 125 livres. Ça veut dire qu'ils sont prêts à la faire monter, à la faire descendre. Tu sais, c'est difficile pour elle d'aller chercher des combats. C'est quasiment incompréhensible que cette fille-là n'est pas signée. C'est pas une fille qui est difficile de personnalité. C'est une fille qui a le talent, qui est une olympienne. Bref, j'ai hâte de voir qui va mettre la main sur Ginny Fuchs parce qu'ils vont mettre la main sur une pépite d'or. En plus, elle a une histoire loufoque. Tout est parfait. Ah ouais, elle a une histoire compliquée. Écoute, elle a de quoi faire des entrevues. Elle a 13 ans et plus. Elle a de quoi faire des entrevues, mettons. Il y a beaucoup de choses pour pouvoir jaser avec en entrevue. Elle était capitaine de l'équipe américaine chez les amateurs longtemps. On l'appelle The Captain pour cette raison-là. Captain USA ou The Captain. Elle a bien fait, Ginny Fuchs. C'était pas un combat où elle était à son meilleur parce que le style d'Indya Rodriguez ne lui permettait pas d'être à son meilleur. Parfois, comme tu disais, petite, Indya Rodriguez, donc elle accroche beaucoup. C'est une belle carte, ça, où ils ont amené... Ramla Ali était là, on avait elle. C'est une belle carte, Régis. J'aurais quasiment dû y aller. Et là, il nous reste 2 sujets. Okay? On va aller vite. Et j'ai hâte de repartir là climatisé. Je suis en train de fais pitié. Caroline Dubois et Béatrice Ferreira, 2 filles prêtes pour brasser vigoureusement les cartes. Ça, c'est mes 2. Tu sais, quand on dit le visage de la boxe des prochaines années, là,
si on avait à choisir 2 filles pour incarner le visage de la boxe des prochaines années, c'est mes 2 choix, Caroline Dubois et Béatrice Ferreira. Ils ne sont pas dans la même catégorie. Caroline, Sweet Caroline, comme on l'appelle, se bat à 135 livres présentement, la catégorie de Cathy Taylor. Puis Béatrice Ferreira à 130, donc la catégorie de Léla Baudouin, Alicia Baumgartner, etc. Caroline est signée chez Boxer. Béatrice est signée chez Matchroom. Matchroom, en fait, pour Matchroom est sorti de ses habitudes ici. C'est pas le pays d'Amérique d'habitude. J'avais déjà ma question sur un petit carton. Là, ici. Caroline Dubois, son frère Daniel là, va affronter Usyk. Est-ce que, dans ce temps-là, est-ce qu'il double avec Caroline en sous-carte? Comment ça va fonctionner? Là? Pas du tout. Caroline a son propre promoteur. Elle n'est pas chez le même promoteur que son frère. Puis Caroline fait déjà plusieurs grosses cartes chez Boxer. C'est une des vedettes. Boxer investit beaucoup sur Caroline. Ils savent qu'il y a une pépite. Puis, elle fait déjà des demi-finales sur ses propres cartes dans des gros amphithéâtres. Les carrières sont totalement séparées. Je crois qu'ils ne s'entraînent plus au même gym. Je dis ça. Il me semble que Dubois a changé dernièrement d'entraîneur. Je ne suis pas certaine. Mais Caroline, elle s'entraîne avec Ellie Scotney chez Shane McGuiggins, comme je te disais. C'est des partenaires d'entraînement de belle qualité. Ferreira, elle est au Brésil, puis c'est différent. Elle fait une carrière pro et une carrière amateur en même temps. C'est la championne du monde en titre. Donc, elle a gagné au championnat du monde dernièrement une médaille d'or. Elle se prépare à aller à Paris à faire les qualifs olympiques. En parallèle, elle fait sa carrière pro. Et les 2 filles ont un background amateur, mais les 2 filles sont taillées au couteau pour le style pro. Quand ils se battent chez les pros, ils n'ont pas besoin, ils ne sont pas en transition, ils ne sont pas en train d'apprendre les repères comme d'autres. C'est comme si naturellement, ces 2 filles-là ont saisi vraiment toutes les différences du monde pro et ils savent tout de suite les mettre en pratique. C'est beaucoup d'intelligence. Les 2 filles sont puissantes. Les 2 filles ont un style technique impeccable. Pourquoi je les ai mis dans le même sujet? C'est qu'elles se ressemblent d'une certaine manière, sans que ça soit 100% pareil. Elles se ressemblent et elles ont déjà envie de s'affronter. Caroline Dubois, cette semaine, a lancé l'invitation à Béatrice Ferreira. Elle a dit, va chercher tes ceintures, m'aller chercher les miennes. Puis après ça, on s'affronte, girl. Tu sais, ils se connaissent, là, des amateurs aussi, là. Ce serait pas pire. En même temps, son frère a une chance contre Usyk, qu'elle pourrait aller en championnat, ce serait magnifique. Mais tu sais, Caroline Dubois, elle vient d'affronter Lescano, qui est une grosse pointure qu'on avait vue contre Mosley, qui avait fait un bon combat contre Mosley. Elle a écrasé Lescano comme si c'était rien. Béatrice Ferreira vient d'affronter Zamora, qu'on a vu battre Jessica Camara il n'y a pas longtemps, que Léla a battu Marie-Ève Ducaire, mais qu'on connaît bien. Hey, on se demande comment Zamora a tenu debout. C'était horrible, la bataille, la face, la maltraitance qu'il y avait dans ce combat-là, la violence. Béatrice Ferreira, si vous voulez voir ce qu'elle est capable de faire, allez voir ce combat-là contre Zamora, parce que Zamora est renommée pour être une fille tough, et elle a montré qu'elle était une fille tough. N'importe qui serait tombé, là. N'importe qui aurait été knocké. Ça n'a pas de bon sens, la puissance, puis la manière de gérer son ring. Moi, c'est un gros coup de cœur, Béatrice Ferreira. Elle ne parle même pas anglais, mais Matchroom a bien fait de la signer. Non, mais Matchroom a bien fait de la signer parce que c'est une star au Brésil. Le marché brésilien est à prendre en boxe. Puis cette fille-là va amener un nouvel auditoire à Matchroom parce qu'ils vont suivre, un peu comme Cathy Taylor quand il a signé chez Matchroom, qui est arrivé avec son fanbase. Béatrice Ferreira, elle a une énorme fanbase, elle aussi. Fait que tu sais, c'est des signatures intelligentes, stratégiques. Tu sais que tu tiens des pépites d'or. Je m'attends à ce que cette fille-là, Béatrice Ferreira, s'en aille à Paris en 2024 et après ça, qu'elle soit tout de suite en liste pour un championnat du monde. J'adore son surnom de Beast. Mais elle est une beast. Caroline Dubois, est-ce que tu savais que c'est la sœur de Daniel Dubois? Ben oui. Mais est-ce que tu sais c'est qui leur petit frère à eux? C'est aussi un boxeur amateur. Prince Dubois. Il y a beaucoup de gens qui disent, quand il avait 16 ans, beaucoup de gens qui disaient que c'était le meilleur 16 ans et moins au monde. Là. Fait qu'on surveille le 3e Dubois qui s'en vient. Ça, c'est assez simple. Hein? Le père, quand il a mis les 3 au monde, il a regardé. Lui, il fallait qu'il s'achète une maison. Il a regardé, il est où le meilleur gym de boxe? Il est allé acheter la maison en face. Il ne s'est pas posé de questions. Il a tout sacrifié pour que ses 3 enfants fassent de la boxe. Dernier point, Caroline Dubois, c'est aussi la protégée de Claressa Shields.
Elle était avec Clarissa Shields assise dans un des premiers rangs au combat de Marshall contre Cruz Desert. Ils ont allé ensemble. Elle a été en sous-carte de Shields contre Marshall à la demande de Clarissa Shields. Donc, c'est une fille aussi qui est proche de Clarissa Shields, qui admire Clarissa Shields et qui va apprendre de Clarissa Shields. Elle n'a pas la personnalité de trash talker bébé Lala de Clarissa Shields, mais elle est... Ça, c'est Jean-Pascal qui a inventé ça. Hein. Il avait signé Joël Diaz pendant qu'il était encore actif en disant que c'était son bâton de vieillesse. Puis là, il y a d'autres boxeurs qui ont copié après. En finale, tu veux juste nous raconter que des qualifications, et là, c'est compliqué parce que chaque continent n'est pas sur le même espace-temps, mais ça commence les qualifications pour 2024. Écoute, j'ai de la misère à suivre, c'est compliqué. Pour le Canada, c'est pas encore fait. Ça va commencer au Jeux Paname dans je sais pas quand, parce que c'est pas clair. On a qui disent c'est bientôt, mais sur les internets, les dates sont plus tard. Bref, j'embarque pas dans les dates, mais pour l'Europe, c'est commencé. C'est une partie des qualifs qui était faite aux Jeux européens en Pologne. Et on a déjà certaines filles qu'on connaît qui sont qualifiées. Et il fallait avoir gagné son quart de finale pour pouvoir se qualifier. Donc, les demi-finalistes et les finalistes, dans le fond, les 4 demi-finalistes gagnaient un ticket pour Paris dans ces catégories-là. On a déjà Estelle Mosley, qu'on connaît très bien, qui s'est qualifiée. Oshin Deriou qui a gagné une médaille d'argent. Oshin Deriou, qui est une Belge, qui est bien classée, qui est une pro. D'autres filles, Amina Zidani aussi, qui fait une carrière pro et amateur. C'est tous des noms qu'on connaît, là, qui sont bonnes, vraiment des bonnes boxeuses. On a aussi des championnes de 2020 qui ont déjà été chercher leur ticket. Bouzna Surmeneli, Kelly Harrington, l'Irlandaise qui travaille dans une prison à faire du ménage. Jackie Rolou, qui était médaillée d'argent des Jeux olympiques de Tokyo. Irma Testa, l'Italienne, c'était des médaillés de Tokyo. Elles sont allées chercher leur qualif. Tu as raison, c'est compliqué, là, mais... C'est vraiment compliqué. Non, mais j'avais tout préparé sur une feuille mobile pour t'expliquer comment une athlète du Canada peut se rendre aux Jeux olympiques. Okay? Explique-moi ça, parce que moi, je ne comprends rien de ça. Bon, là, tu peux te présenter aux Jeux panaméricains, OK? Qui ont lieu le 20 novembre au Chili, OK? Et là, les deux premières se qualifient, OK? Donc, mettons, je ne sais pas, moi, ma préférée... Les deux finalistes, dans le fond, les deux finalistes. Mais ma préférée, mettons, Tamara Thibault, elle termine première, bien qualifiée aux Olympiques, c'est réglé. Après ça, si tu veux, tu n'as pas réussi à gagner Paname, là, tu vas encore te qualifier, tu te diriges aux qualifications mondiales qui vont avoir lieu à quelque part dans le premier trimestre de 2024. Et là, c'est les 4 premières de chaque catégorie qui se qualifient. Okay? Donc, on est rendu à 6. Et là, après ça, dans la deuxième trimestre, il va y avoir une autre qualification avec ceux qui restent. Et là, ils en prennent 2 par division. OK? Ça fait 8. Ça, c'est pour les divisions à 8. Puis là, après ça... Il va y avoir les invitations. Après ça, il va y avoir quelques invitations, là, parce qu'ils veulent faire de l'équité. Il y a des pays plus faibles où ils vont commencer à dire qu'il y a certaines places réservées, mettons, pour certains pays africains, que c'est plus faible, etc. C'est compliqué. Comprenez aussi que l'IBA ne fait plus partie de l'équation pour se qualifier. C'est plus eux autres qui ont le Canada ne fait plus partie de l'IBA comme d'autres pays. Fait que tu peux utiliser des compétitions de l'IBA, mais c'est différent. Ça sera pas, c'est plus eux qui organisent le tournoi olympique. On a entendu aussi, ça c'est important de le mentionner, que c'est réglé pour Los Angeles en 2028. Il va y avoir des jeux, mais ça ne sera pas l'IBA non plus. C'est fini l'IBA avec le CIO. Il va falloir, soit le CIO va continuer d'organiser les compétitions olympiques, mais ils veulent laisser à un nouvel organisme de sanction, une nouvelle fédé, le temps de s'installer pour organiser peut-être après 2028. On pensait que la boxe était en péril, ça semble être réglé de ce côté-là, du moins pour les 2 prochains Jeux olympiques. Une grande nouvelle pour la boxe féminine que j'avais notée sur mon papier. Est-ce que tu savais qu'aux Jeux olympiques de Paris en 2024, il y aura en tout 248 boxeurs?
Je ne savais pas qu'il allait y en avoir 248, mais ce que je sais, c'est que c'est presque la parité entre les catégories féminines et masculines. Il y aura la parité, c'est 124 de chaque côté. C'est la première fois qu'il y aura une parité complète en boxe. On est à 124 je sais qu'ils ont enlevé des catégories masculines pour en rajouter des féminines aussi. Ils ont enlevé celles où il y avait moins de gens. Là. Moi, je suis excitée, j'ai hâte. J'aime ça pour la boxe olympique parce que c'est important dans le développement de la boxe féminine, honnêtement. Ça fait pas longtemps qu'on a le temps, qu'on a le droit d'y aller, hein, depuis 2012 seulement. Puis depuis 2012, on voit que... oui, c'est vrai, c'est 2012. C'est Cathy Taylor qui a commencé la première. Ouais. Mais là, explique-moi donc, là, il y avait 3 catégories de poids. Après ça, 5. Là, maintenant, on serait rendu à plus ou ils en ont juste... ils ont enlevé des catégories masculines pour en rajouter. Je pense qu'il y a 6 ou 7 catégories féminines. Ils en ont rajouté 2, je crois. Donc, je ne sais pas si... Je pense qu'il y a une parité d'athlètes, mais il y a peut-être une catégorie de plus chez les hommes que chez les femmes. Par contre, ils en ont enlevé chez les hommes. Ils ne veulent pas qu'il y ait trop de catégories. Ils veulent garder ça simple. Donc, ils ont coupé des catégories masculines, mais ils en ont rajouté des féminines parce qu'il y a plus d'athlètes chez les femmes que certaines en ont chez les hommes. C'est rendu comme ça. Pas, là, parce que ça, on va en reparler à chaque fois. On a le temps, puis quand on va avoir des nouvelles, on va en parler. Oui. Je veux juste, en conclusion, donc, on a Tamara Thibault qui pourrait gagner une médaille. On a Charlie Cavana. Est-ce que tu t'attends à d'autres mondes qui pourraient se qualifier? C'est qui que je n'ai pas oublié de mettre sur ma liste? J'ai des points d'interrogation chez nos pros. Je sais qu'il y a des pros qui vont sûrement s'essayer parce qu'elles ont le droit d'y aller. Point d'interrogation sur Caroline Vert. Elle me dit que non, mais peut-être qu'elle voudrait y aller. Vu que c'est en France? C'est aussi une belle opportunité. Là. Elle a vécu des Jeux olympiques qui n'étaient pas des vrais Jeux olympiques. Là. C'était les Jeux olympiques de la pandémie où tu ne peux pas sortir de ton village. Le problème, c'est qu'il y a des organismes de sanctions qui vont mettre, pas à l'amende, mais comme la WBC, qui sort des classements pendant 2 ans. Donc, tu sais, si Vert est tellement près d'un championnat du monde, est-ce qu'elle va aller se piéger? Il y a des décisions à prendre. Autre chose, on se rappelle que Marc Ramsey voulait envoyer ses moins de 20 ans, ses moins de 30 ans, au moins au calife, Joanne Robio, tout ce monde-là. Il avait envie de voir... Tu sais, j'avais entendu dire que chez Eye of the Tiger, on voulait pousser les jeunes à s'essayer dans les qualifs. Est-ce que ça veut dire qu'une Leila Baudouin pourrait s'essayer? Parce que Leila Baudouin, oui, elle est proche du top, mais là, c'est intéressant parce qu'on a des Évry Martin Duval, des Christopher Guerrero. Est-ce qu'ils vont le faire? Point d'interrogation. Ça dépend comment va l'évolution de leur carrière, leurs opportunités, mais ça se peut que pour ces jeunes-là, c'est une option d'aller chercher une expérience boxe qui est riche. Je me mets un petit mémo, m'a appelé Camille cette semaine. Vérifie donc avec ça. Vérifie donc cette info-là. Parce que moi, dans ma tête, je m'attends à peut-être voir Leila y aller. Mais est-ce qu'elle va le faire? Parce que Leila est haute des classements. Je trouve que c'est un couteau à double tranchant parce qu'on a vu tellement de pros. Que moi, je me souviens d'un gars, là, un gaucher là, aux Philippines, en tout cas, il avait battu tout le monde. Là. Le nom ne me revient pas parce qu'il roule sur 2 noms. Puis il s'était fait dévisser. Genre, même chose pour Hassan Ndam. Genre, puis après ça, Delphine Person avait eu un mauvais tirage. Je pense qu'elle avait parti contre la numéro 1 en partant. Puis là, mais des filles de la valeur. Genre. Des filles comme Baudouin, comme Vert, OK, elles ont une expérience quand même amateur. Ils ont quand même été championnes canadiennes. Vert est allée aux Olympiques. Donc, c'est pas nouveau pour elles. Moi, est-ce que je voudrais voir Leila aux Olympiques seulement si elle le veut? C'est vraiment pas obligatoire. Est-ce qu'elle le veut? On verra. Est-ce que Eye of the Tiger voudrait la laisser y aller? Je ne sais pas. Mais moi, dans ma tête, ça fait du sens. Il y a beaucoup de promoteurs qui vont pousser les jeunes à y aller. Il y a Sky Nicholson que je sais qu'elle voulait y aller aux Olympiques, mais ne semble plus vouloir y aller parce que Matchroom, elle est proche de devenir aspirante obligatoire d'Amanda Serrano. Donc, ça pourrait vraiment retarder beaucoup son cheminement pro. On sait qu'il y a peut-être des titres qui vont être vacants dans cette catégorie-là, puis ça pourrait permettre à une Sky Nicholson de sauter sur l'occasion pour avoir un combat pour un titre vacant. Si elle va aux Olympiques, ça se peut que ça retarde d'1 an, 1 an et demi, 2 ans, ce cheminement-là. C'est une grosse question à se poser parce que des fois, tu es bien positionné, mais on le sait que tu n'es pas prêt pour le titre. Puis, donc, on veut-tu te préparer pour devenir champion ou on veut t'envoyer en combat de championnat dans la gueule du loup, puis qu'après ça, tu sois obligé de reculer beaucoup? C'est tout ça qu'il faut analyser. Donc, à suivre, mais je sens que ça va être très excitant.
Je m'attends aussi, on parle de Tamara Thibault, je m'attends que Tamara Thibault, qui va probablement se qualifier, là, on ne le sait pas, mais si elle va à Paris 2024, probablement qu'après, elle va vouloir sauter et passer chez les pros, elle. Je te dis, elle va passer pro. Puis là, Bob Arum, qui est rendu à 95 ans, va y offrir 1 million comme bonus. Elle, Tamara Thibault, il ne faut pas s'attendre nécessairement à ce qu'elle signe au Québec. Là. 1 million pour signer ailleurs. Tu sais, c'est une catégorie de poids lourd. Elle est quand même assez grande, une 160 livres. Elle peut faire du 154. C'est quelqu'un qui va être capable d'amener... Ces catégories de poids-là sont quand même spectaculaires, puis tu veux ça dans ta promotion. Tu en veux au moins un entre 147 et 160. Moi, ce que j'aime, là, puis il faut vraiment conclure avant que je parle de connaissance, mais ce que j'aime, c'est le flirt qui est commencé. Tu sais, Camille et Stéphane qui invitent Tamara Thibault dans sa loge pour aller voir les cataractes. Après ça, Yvon Michel qui présente Tamara Thibault aux gens avec Yolès, avec Kim Clavel, puis Dicker, pour t'amuser dans un autre événement. On sent le flirt. Tamara Thibault a déjà un manager. Donc, à ce moment-ci, elle aussi, c'est normal qu'elle essaie des choses, qu'elle se présente à toutes les opportunités, qu'elle va voir où est-ce qu'elle se sent à l'aise. Puis à un moment donné, les offres vont arriver, puis ça va être facile de choisir. Bref, c'est tout. On a fait un bel épisode. On avait beaucoup de belles box. Il va en avoir vraiment de la belle à venir aussi. Fait que je nous prépare un gros podcast. Merci. À la prochaine, je retourne me mettre de l'aloès vera sur la tête. Ouais, va te calmer un peu. Bye, là. Bye.